8h22, c'est le direct sur Canal 3 Bénin. Votre matinale Actu Matin se poursuit avec Duralex Sedlex, Herman Agnamboussou. Merci Christian Danrédian. Nous avons sur ce plateau, vous l'avez dit en début d'émission, Georges Otiéré qui est sur ce plateau, un ex-confrère, directeur d'études de la Sénat. Oui, on va parler du code électoral. Pas un ex-confrère, je reste toujours votre confrère. D'accord. Journaliste, une fois journaliste pour toujours. Bien sûr. Merci beaucoup à vous Georges Otiéré sur ce plateau. Article 41 du Code électoral, un récépissé, en ses nombreux alinéas, un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant. Est-ce que cet alinéa-là ne remet pas en cause ce que la Sénat appelait contrôle de complétude? Georges Otiéré. Pas du tout. Au contraire, ça confirme ce que dit la règle particulière en son article 177. Nous avons 546 circonscriptions électorales. La loi nous permet de définir les postes à pouvoir et quand on fait le calcul, on se retrouve à un certain nombre de postes à pouvoir à travers les 546 circonscriptions électorales. Et en application de cet article-là, les partis politiques doivent déposer des candidatures dans toutes ces circonscriptions au prorata des postes à pouvoir. Donc la complétude est à ce niveau. Je voudrais rappeler qu'en matière électorale, nous avons deux types de lois. Nous avons ce qu'on appelle les règles communes qui sont applicables à toutes les élections et à chaque type d'élection, qu'il s'agisse d'élections communales, présidentielles ou législatives, il y a des règles particulières. Et la hiérarchie entre les règles communes et les règles particulières, c'est que les règles particulières priment les règles communes. C'est en cela que l'article 177 prend le dessus et oblige à s'assurer que les partis ont déposé des dossiers dans toutes les circonscriptions et ils ont des candidats à ce niveau. D'où nous avons 3630 dossiers, c'est-à-dire la moitié pour les candidats titulaires et la moitié pour les candidats suppléants. Lorsque le parti vient et qu'on constate que cette condition est satisfaite, on lui délivre le récépissé provisoire qui, bien évidemment, est référencé. Alors, du contrôle complétude au récépissé définitif, qu'est-ce qui se fait? C'est ce que vous avez vu. On reçoit d'abord les partis qui viennent avec leur cantine de dossiers et on s'assure que les 3630 dossiers y figurent. On n'ouvre pas les dossiers pour voir au fond qu'est-ce qu'il y a. On s'assure simplement qu'il y a des noms partout, des noms de titulaires et des noms de suppléants. Après cette phase-là, dès que le parti a déposé, on lui donne le récépissé provisoire. Et après, on a eu un délai pour ouvrir les cantines et regarder si les dossiers, les pièces que comportent les dossiers de chaque candidat sont conformes à ce que la loi prévoit, à savoir le certificat de nationalité, le casier judiciaire, l'acte de naissance, le certificat de résidence, la carte d'électeur, etc., etc. Les gens vont vous dire que la carte d'électeur n'est pas prévue dans les pièces à fournir. Mais la loi dit qu'il faut être, d'abord pour être candidat, il faut être électeur. Quel est le document par lequel on prouve qu'on est candidat, qu'on est électeur? Il faut prouver qu'on est inscrit sur la liste électorale. Il faut donc la carte d'électeur. Voilà un peu les pièces qu'il faut fournir. En plus de ça, il y a les pièces qui témoignent de votre citoyenneté. Est-ce que vous payez vos impôts? Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Et c'est en ce moment-là, maintenant, après avoir vérifié la complétude, que la Sénat est passée à l'étude au cas par cas de chaque dossier pour voir le contenu et relever les irrégularités. Et la loi dit que ces irrégularités-là sont notifiées aux partis politiques qui ont 3 jours ouvrables pour satisfaire afin de recevoir leur récépissé définitif. Passer les 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'actuellement, vous avez vu 2 partis sont déjà passés, BR et UP, pour opérer, après avoir opéré leur correction, ramener les pièces complémentaires. Donc les équipes de la Sénat, depuis hier, nous essayent de vérifier pour voir si ces pièces sont conformes à la réalité. Et une fois la conformité assurée, ils auront d'ici peut-être en début de semaine ou en fin de semaine, le récépissé définitif. Et la Sénat va devoir publier la liste des partis en règle pour participer aux élections. Justement, vous avez évoqué tantôt les nombreuses cantines comportant les dossiers. Est-ce qu'on aurait pu aboutir à une dématérialisation à ce niveau-là? Il faut déjà saluer ce qui se fait. Vous savez, la matière électorale, quel que soit le pays, est une chose extrêmement sensible.
Et quand on parle de dématérialisation, quand on parle d'outils informatiques, il faut être prudent. Il faut le faire en associant les acteurs. Sinon, tout de suite, on va vous accuser d'avoir programmé des choses pour favoriser un tel parti plutôt que tel autre. Mais cette fois-ci, nous avons introduit une application qui permet de gérer tout au moins l'établissement de la fiche, de la demande du formulaire de candidature. Mais on peut aller plus loin, puisque si les partis, d'ailleurs tous les partis qui l'ont demandé l'ont eu, les partis sollicitent la Sénat. Et la Sénat envoie des cadres dans leur état-major pour les aider à mieux maîtriser l'outil, après avoir organisé un atelier de prise en main de l'application. Mais l'application ira plus loin. Aider les partis de façon à ce que, dès l'entame, dès qu'ils entrent en allée électorale, ils puissent scanner les pièces de leurs militants, avoir leur base de données, et le moment de produire les dossiers de candidature ne soit plus obligé de demander aux gens aller chercher telle pièce, aller chercher telle pièce. On va automatiser tout cela. Mais ça ne peut que se faire graduellement. Si vous brusquez les choses, tout ce qui est nouveau crée de la réticence. Vous le savez bien. Et c'est heureux que cette fois-ci, les partis aient déjà accepté d'utiliser cette application pour les aider à établir leur liste. On va aller plus loin, et ce sera progressif, avoir un système totalement intégré de gestion du processus électoral. Nous l'envisageons au niveau de la Sénat, bien évidemment. Venons-en maintenant à la question des 10% pour être éligible à la répartition des sièges pour l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections communales également. Est-ce qu'on n'aurait pas pu améliorer ce seuil-là? Bien sûr, c'est un choix du législateur. C'est un choix du législateur. Je voudrais faire peut-être une réflexion. Lorsque vous prenez la Constitution de notre pays, en son article 54, on dit que c'est le président de la République qui détermine la politique de l'État et la fait mettre en œuvre. Mais il est encadré dans sa mise en œuvre par le Parlement qui vote des lois. D'accord? La volonté du président de la République, c'est d'induire de grands regroupements politiques avec des ensembles politiques, des partis politiques plus efficaces pour faciliter la gouvernance. Maintenant, c'est aux députés de mettre en œuvre cette volonté à travers des lois. Malheureusement, la loi telle qu'elle est, elle est contraignante. Ce n'est pas parce qu'on est au Parlement qu'on maîtrise forcément la mécanique de la loi. Il y a des spécialistes, certes, mais il y a aussi la dimension politique des choses. Exemple, le seuil d'éligibilité de 10% qui est appliqué à l'élection de proximité, qui est l'élection communale, est discutable. Mais la loi est dure, mais elle reste la loi. Discutable pourquoi? Si vous vous référez à l'article 2 de notre Constitution, je crois, deuxième alinéa, il est dit que nous avons fait l'option du principe du gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Quand on prend le président de la République, il s'agit de la nation. Il s'agit du gouvernement de la nation. Ça s'explique. Quand vous prenez les députés représentent la nation. Ça s'explique. Mais quel est le gouvernement de la commune? C'est le conseil communal. Donc, le peuple auquel on doit se référer devrait être la population communale. On aurait pu appliquer le seuil d'éligibilité de 10% à la population de la commune. Ce n'est pas le cas. Nous allons pratiquer ça cette fois-ci. C'est la volonté du législateur, à nous, à la Sénat, de faire une fiche, le moment venu pour dire, nous avons constaté des difficultés opérationnelles, des difficultés qui tendent même à empiéter sur le droit politique du citoyen pour amener le législateur à ajuster la réglementation. Mais pour le moment, on n'a pas le choix. La loi est ainsi et on va l'appliquer. Alors, l'examen de complétude, quand on prend l'élection présidentielle, ça consistera en quoi? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est assurer, par exemple, que toutes les pièces qu'on a évoquées tantôt sont dans le dossier de candidature du président et de celui qui fait office de son duo, et qu'en plus qu'ils aient les parrainages. Parce que la loi dit, je crois, en son article 132, qu'il faut 10% de parrainage, soit de députés et ou de maires. Et attention, il y a une nuance à ce niveau. On n'a pas dit de membres du conseil communal. On a dit maire. Donc, 77 maires plus les 109 députés, je crois, si j'ai fait ma calcul. Il faut pouvoir capter, s'associer 10% de ce nombre-là. Donc, on verra bien comment ça va se mettre en œuvre. C'est la loi. Article 43 du Code électoral, on a encore... Merci. Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures est motivé. Bien sûr. Dans le cadre d'élections communales, est-ce qu'il peut arriver que la Sénat rejette juste une des candidatures et pas toute la liste? Je ne pense pas. Si on se situe du point de vue de la loi, puisque la loi est même interdit
je crois que c'est toujours un alinéa de l'article 41, qu'en aucun cas, on ne peut ni modifier la position, ni changer les candidats déjà sur la liste. Dans ce cas de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. Plusieurs listes. Donc, s'il y a des problèmes de genre et qu'il ne s'agit pas de décès, c'est que la liste est rejetée. On ne parlera pas de faute mineure, on ne parlera pas de faute majeure. C'est la loi. C'est la loi. La loi, c'est la loi. La deuxième compétence statut. Alors, le délai de 5 jours donné pour les partis politiques afin qu'ils puissent se pouvoir devant une juridiction compétente, est-ce que ça c'est suffisant quand vous voyez un peu l'ampleur de la tâche à abattre? J'ai l'habitude de m'amuser en disant demander aux partis politiques de fournir 3630, c'est comme si on leur demandait de remplir un village de population, que c'était un peu trop. Ensuite, quand on regarde, la loi a été promulguée le 15 novembre 2019 et l'élection c'est le 17 mai, à peu près 7 mois. Ils sont 1115 fondateurs à l'origine. Ce n'est pas évident, c'est difficile. Mais les députés ont voulu voter la loi ainsi. Donc, le rejet, la Sénat n'aura pas d'état d'âme, puisque c'est la loi qui a été votée. Si vous avez des problèmes de complétude, ou vous avez des mineurs, ou les pièces demandées ne sont pas celles que la loi vous avait fournies, il est évident que on va vous rejeter. Ce n'est pas une affaire de 5 jours. Non, on vous rejette. À vous d'aller saisir la cour, la juridiction compétente pour voir si on peut vous rétablir. Mais je ne pense pas qu'à la Sénat, l'objectif soit de bloquer les partis politiques. Ce n'est même pas l'objectif du président. Il est conciliant de nature. Exemple, on vous dit de fournir un acte de naissance. Il peut arriver que pour des raisons, vous avez connu un incendie, vous avez une perte, vous avez votre certificat de perte, mais vous avez votre carte nationale d'identité. La pièce qui permet de faire la carte nationale d'identité, on sait, c'est l'acte de naissance. Donc, si vous justifiez que vous apportez la carte d'identité, le président Emmanuel Tiando ne vous dira pas « foutez le camp ». Donc la Sénat n'est pas un bourreau pour les partis politiques. La Sénat est d'abord là pour accompagner les acteurs politiques, pour accompagner et même les législateurs. Parce qu'aujourd'hui, la légitimité professionnelle en matière d'organisation d'élections dans les pays, depuis qu'on a commencé par développer les administrations électorales, ce sont les OGE. Donc je pense que leur rôle, c'est aussi un accompagnement des acteurs politiques pour mieux assurer leur fonction dévolue par la Constitution, à savoir concourir à l'expression du suffrage. Sur la question des 10%, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des problèmes? Vous avez fait une réflexion sur le conseil communal, qu'un parti politique puisse avoir, je sais pas, 80% dans un arrondissement et constate que les populations constatent que ce n'est pas la formation politique qui est représentée au conseil communal. Ça ne sera pas à la Sénat de régler cette question. Il faut que les partis politiques aillent au contact de leurs militants, des populations, pour leur expliquer que la loi est ainsi faite. Vous pouvez être premier dans votre commune et ne pas être élu. Parce qu'une chose est d'avoir le maximum de voix, mais il y a le seuil d'éligibilité qu'il faut aussi que votre parti puisse atteindre. Donc ça, c'est le rôle des partis, des acteurs politiques d'aller l'expliquer. Parce que le moment où la Sénat va appliquer la loi et déterminer les élus, et si vous prenez l'article 15, dernier alinéa, complété par l'article 16, premier alinéa, c'est explicite. La Sénat proclame les membres des conseils communaux élus. Donc on aura les noms. Et ça peut faire choc, c'est vrai, mais il revient aux partis politiques d'anticiper et d'aller au dialogue et d'expliquer aux populations. Sur le délai de 72 heures proposé ou offert par le code électoral, est-ce que vous êtes sûr que la Sénat a respecté les 72 heures ou la Sénat a été un peu plus... Je vois, beaucoup posent la question, non, la Sénat n'a pas été un peu plus large. Le législateur a écrit 72 heures ouvrables. Oui. La Sénat a terminé son travail déjà samedi. Et l'a notifié samedi en supposant que les gens peuvent accuser de retard pour venir chercher leur pli. Mais les 72 heures courent de lundi à mercredi. Oui. Donc le deadline, c'est bien évidemment aujourd'hui. Donc les 72 heures sont terminées depuis hier. Et la largesse qu'on pourrait dire que la Sénat offre aux gens, c'est de dire vous avez la journée du jeudi jusqu'à 18 heures pour venir déposer votre dossier. Je voudrais rappeler encore en cette matière que ce n'est pas une violation. Les attributions d'un organe de gestion des élections constituent des pouvoirs qui lui sont donnés. Et la Sénat a un pouvoir discrétionnaire et dit, dans le sens de la paix,
les 112 heures courent de lundi à mercredi jusqu'à minuit. Je vous autorise. À Niamboussou.